Bonjour. On va commencer notre première séance pour cette journée. On va avoir le plaisir d'avoir avec nous le professeur Benranem, professeur en ORL à Casablanca, privé. On le remercie énormément parce que il a dû. Normalement, vous devrez être dans le congrès de l'ORL à Marrakech, mais vu que c'est un grand ami de Forska, un fidèle. Donc, il a dû retarder son voyage. Donc, on le remercie énormément. Qui va nous traiter un sujet très, très important, un sujet, c'est-à-dire de la pratique quotidienne, qui est les vertiges. Un sujet qui comprend toujours beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de difficultés pour la prise en charge, bien que ça apparaît facilement, mais les décisions thérapeutiques en général, c'est pas toujours évident. Donc, on va voir tout ça en plus clair avec le professeur Benranem. À vous la parole, docteur. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce qui se passe là ? Parce qu'on fait un enregistrement de la présentation. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des petits soucis. Ajouter le cas pour Khamisset. Alors, pourquoi parler des vertiges ? Parce que si vous voyez les chiffres de l'OMS, les vertiges constituent à peu près 10 à 20% de la consultation omnipraticienne, ce qui est énorme. Et l'OMS a aussi établi qu'en 200 ans, on a eu une espérance de vie qui s'est allongée de 50 ans. Et donc, on vit plus longtemps, on vit plus âgé. Et l'OMS a montré que la courbe de longévité et de croissance est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Donc, vous vivez plus longtemps que nous, et c'est tant mieux. Et l'OMS a encore, d'où la pertinence de ce sujet, calculé les causes de décès après 65 ans. Si je ne vous avais pas mis la diapositive, je vous aurais demandé quelles sont les causes de décès accidentelles, bien sûr, après 65 ans. Peut-être que vous n'auriez pas dit que c'était les chutes. Et donc, après 65 ans, on meurt beaucoup plus de chutes que d'intoxication ou d'autres causes accidentelles. Et pourquoi ? Eh bien, vous allez le voir tout à l'heure sur une diapositive, parce qu'à partir de 65 ans, 70 ans, on commence à avoir des troubles de l'équilibre, des vertiges. Et le grand risque, c'est la chute. Et vous savez très bien qu'un sujet de 65 ou 70 ans qui fait une fracture du col, c'est une porte pour partir là-haut. Alors, je vous disais, la pertinence du sujet est importante. C'est un véritable problème de santé publique, fréquent. C'est un handicap fonctionnel. Les patients sont désorientés, peuvent faire des chutes qui engagent le pronostic vital. Et vous connaissez toutes les pathologies causales qui sont très variées, qui peuvent être périphériques au niveau de l'oreille interne ou neurologiques centrales sur lesquelles on ne va pas s'appesantir. Et comme tu le disais tout à l'heure, la prise en charge est complexe et multidisciplinaire. On fait des congrès de vertige pendant 3 jours, ne parlant que de vertige. Donc, vous faire les vertiges en 30 minutes est une véritable gageure. Et c'est pour ça que je vais faire un rappel ou une simplification de la physiologie et des conséquences des vertiges. C'est beaucoup plus important que de vous faire les étiologies, les énumérer. Ça, vous faites n'importe quelle recherche, n'importe quel site, vous allez avoir le diagnostic et la liste de tous les vertiges. Mais ce que je voudrais, c'est vous rapprocher et simplifier le contexte et le complexe des vertiges. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de l'anatomie, de la physiologie, je vais juste vous dire que voilà où ça se passe. Ça se passe au niveau de l'oreille interne. Au niveau de l'oreille interne, nous avons 2 parties. Nous avons la partie antérieure, c'est la cochlée, c'est là où il y a l'organe de l'audition, et ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est cette partie-là, c'est la partie postérieure, c'est au niveau du labyrinthe postérieur, ou ce qu'on appelle le vestibule. Et dans le vestibule, il y a plusieurs types
d'organes de l'équilibre. Il y a l'utricule et le sacule, on va voir à quoi ils servent, et les canaux semi-circulaires. Et donc, on va s'intéresser à cette partie de l'oreille interne. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, on a des canaux semi-circulaires, et ces canaux semi-circulaires vont être responsables de la détection et de la régulation de tous les mouvements circulaires. Quand vous tournez la tête, ce sont les canaux semi-circulaires. Alors, comment ça marche? Eh bien, ça marche parce qu'il y a des capteurs de vitesse, des capteurs de déplacement qui vont bouger dans ce liquide endolymphatique dans le sens inverse du mouvement de la tête. Quand je tourne la tête à droite, mes liquides vont tourner à gauche et ils vont prévenir le cerveau, on va voir tout à l'heure comment, que j'ai tourné la tête. Et ensuite, il y a l'organe rotatoire, c'est les canaux semi-circulaires, et il y a l'organe autolytique qui, lui, va être sensible au déplacement linéaire. Quand vous marchez, quand vous conduisez en horizontal ou quand vous êtes dans un ascenseur, en vertical, vous savez que vous êtes en train de vous déplacer grâce à ces petits organes autolytiques qui sont au niveau de la macule. Alors, c'est quoi l'équilibre, en fait? Comment se fait-il que nous soyons debout ou assis ou en rotation ou en conduisant et qu'on soit équilibré? Eh bien, on est équilibré grâce à 3 éléments. Des afférences, ce qu'on reçoit comme renseignement. D'abord, la vision. La vision va être très importante pour l'équilibre, car c'est la vision qui nous localise. Si je ne voyais pas ces escaliers, eh bien, je vais tomber si j'essaie de marcher dessus. Elle va localiser l'environnement, la constitution du sol. Est-ce qu'il y a un obstacle? Forcément, dès qu'il y a l'obscurité, si vous mettez le noir, eh bien, que vous essayez de marcher sur un endroit escarpé, on risque de tomber. Donc la vision, c'est extraordinaire dans l'équilibre, mais elle est complètement annihilée par l'obscurité. Deuxièmement, la proprioception, c'est quoi? La proprioception, c'est la sensibilité profonde. C'est quand vous êtes debout, vous savez que vous êtes à la verticale. Si vous penchez sur le côté, toute ma partie musculaire, spinale, membre inférieur, va sentir la pression sur les articulations. Elle va nous dire la situation du corps. Et cette proprioception, regardez, elle vient compenser la vision lorsqu'on est dans l'obscurité. Quand on est dans l'obscurité, la vision ne marche plus. Mais la proprioception, vous pouvez vous déplacer, vous savez, en touchant, vous savez sur quel sol vous êtes, est-ce qu'il est mou, est-ce qu'il est escarpé, etc. Et la troisième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le vestibule. Donc voilà les 3 éléments qui font que nous sommes équilibrés. Et le vestibule, essentiellement dans les mouvements, c'est vraiment un accéléromètre. Quand vous tournez lentement, vous savez que vous avez tourné lentement. Si vous tournez rapidement, vous avez une détection de la vitesse d'accélération. Et ça, ce sont les canaux semi-circulaires. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les trucules et le sacule, ce sont pour les mouvements horizontaux et verticaux. Que vont faire ces afférences? Eh bien, ces afférences vont aller vers le disque dur, vers le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, c'est le cerveau et surtout le cervelet. Et ce disque dur va capter toutes ces informations et va nous les transformer en réflexes. Premier réflexe, c'est le réflexe vestibulo-oculaire. C'est quoi ce réflexe vestibulo-oculaire? Eh bien, c'est ce qui permet de stabiliser le regard lors du mouvement de la tête. C'est fondamental dans la vie quotidienne. On a l'impression que c'est un détail, mais c'est fondamental. Je vous donne un exemple. S'il n'y avait pas ce réflexe vestibulo-oculaire, je ne pourrais pas continuer à vous regarder en tournant la tête. Parce que mes yeux, je veux garder mon plan de vision, ma mire de vision sur vous. Et si je tourne la tête, s'il n'y avait pas ce réflexe, j'aurais l'obligation que mes yeux tournent avec. Et ce réflexe est très important parce qu'il est permis grâce à ces 2 mouvements antagonistes. C'est quand on tourne dans un côté, eh bien, les muscles oculomoteurs sont bloqués pour qu'on puisse garder une fixation. Et c'est très important, et vous allez voir la merveille de l'oreille interne. Si vous faites une vision de l'oreille interne par en dessus d'une coupe du crâne, vous voyez que les canaux semi-circulaires sont les 3 plans
et les canaux semi-circulaires sont dans un plan parallèle à l'œil contralatéral. C'est ce qui permet de pouvoir tourner, de stabiliser l'œil, le regard, particulièrement dans le vertige. Le deuxième réflexe qui va venir de l'intégration centrale de ces trois afférences, eh bien, c'est le réflexe vestibulo-spinal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui permet la correction des données de l'équilibre. Quand vous avez un déséquilibre et que vous sentez partir à gauche, eh bien, c'est ce réflexe vestibulo-spinal qui va nous ramener vers l'équilibre. Voilà la complexité simplifiée de l'équilibre, qui est donc fait de la proprioception, de la vision et du vestibule, de l'oreille interne. Si on devait le schématiser, eh bien, on schématiserait tout le corps avec ce très très vieux schéma de visualisation des yeux, de l'oreille interne, des muscles qui vont vers le cerveau et qui sont reliés à la posture. Je vous disais tout à l'heure que à partir de 65 ans, 70 ans, notre système d'équilibre est physiologiquement altéré, grâce ou à cause plutôt d'une raréfaction dendritique, d'une raréfaction des cellules sensorielles et de l'intégration cérébelleuse. Et le schéma, j'aime beaucoup cette diapositive parce que vous avez ici la posture en fonction de l'âge. 6 ans, 10 ans, 16 ans, au fur et à mesure. Donc, vous avez tous vu un enfant marcher, il est déséquilibré, il a un polygone de sustentation qui est très large. Ça, c'est le polygone de sustentation, c'est le centre de gravité, il est large. Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge et de l'assurance, eh bien, le centre de gravité devient beaucoup plus étroit. Et au fur et à mesure qu'on va vers 60, 70, eh bien, on revient un peu à l'enfance où on a un centre de gravité beaucoup plus élargi parce qu'il y a une raréfaction dendritique. Alors, quelle est la réponse comment on peut déterminer le vertige et les troubles de l'équilibre? Eh bien, les vertiges et les troubles de l'équilibre, ce sont des réponses à des données non cohérentes. Ce qu'on avait tout à l'heure, ces réponses, ces afférences vont être démolies, altérées ou annihilées et qui ne vont plus arriver au centre et il n'y aura plus ce réflexe vestibulo-oculaire et le réflexe vestibulo-spinal. Tous des troubles de l'équilibre vont entraîner un vertige. Et ce vertige va se traduire obligatoirement par un nystagmus, des déviations, des troubles de la stature et des éléments qu'on va voir parasympathiques, la nausée. Ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de vertige sans nystagmus. Si un patient vous dit « j'ai un vertige », là tout de suite, attention, je vais tomber, regardez ses yeux. S'il y a un nystagmus, c'est les mouvements oculaires lents puis saccadés, lents et rapides, et c'est la composante lente qui montre où est le côté malade. C'est capital parce qu'il n'y a pas de vrai vertige sans nystagmus. C'est parce qu'il y a la perturbation du réflexe vestibulo-oculaire et il n'y a plus cette stabilisation de l'œil et donc il n'y a plus de possibilité de fixation. Alors, un vertige, c'est une sensation de rotation de l'environnement avec nystagmus. La sensation de vertige, c'est une sensation subjective que l'environnement tourne. Le diagnostic, on dit qu'à l'interrogatoire, on pourrait faire 50 à 60% des diagnostics. À l'interrogatoire, avant même d'avoir touché le patient. Alors, c'est quoi cet interrogatoire? C'est l'interrogatoire du vertigineux et l'interrogatoire du vertige, c'est-à-dire les caractéristiques du vertige. L'interrogatoire du vertigineux, ce sont quand ce vertige survient, comment il est survenu, quelle est sa date, quelle est la première crise, la crise typique, la dernière crise, quels sont les retentissements, quelle est la position dans laquelle il était. On va différencier un vertige
qui est positionnel, c'est-à-dire quand on tourne la tête, quand on fait un virage et on fait un vertige, on va s'orienter vers un vertige paroxystique positionnel bénin. Si c'est un vertige qui est permanent, rien qu'à l'interrogatoire, et je vais vous montrer quelques exemples, on peut avoir une orientation diagnostique. C'est un patient qui vous dit « j'étais normal » et puis brutalement j'ai fait un vertige et ça a duré. Donc on peut déjà s'orienter vers un traumatisme, une ischémie, une infection. Ou alors il vous dit j'étais normal, j'ai fait un vertige qui a duré 1 heure, 2 heures, 3 jours et qui a disparu. C'est plutôt les neuronites. Ou alors c'est un vertige qui va progressivement en s'aggravant, c'est plutôt tumoral, voire en dents de scie qui s'aggrave puis redescend. C'est la compensation. Pensez à la pathologie. Et ça, c'est l'interrogatoire qui vous le dira. Et vous le dites, quand est-ce que vous avez eu ce vertige? Eh bien, je l'ai eu il y a 5 ans, et puis plus rien, et puis ça s'est amélioré. C'est la compensation, pensez à une pathologie tumorale. Et les vertiges qui sont plutôt des instabilités, des déséquilibres, des sensations de vertige qui fluctuent. Vous voyez que ça, c'est de l'interrogatoire. On n'a pas encore touché le patient. C'est uniquement l'histoire de ce vertige. Et enfin, bien, on va commencer à l'examiner. Et l'examen, ça va être un examen neurologique. Je ne vais pas revenir. Ça va tous faire un examen neurologique, un examen cardiovasculaire, un examen général. Et n'oubliez pas les signes parasympathiques que je vous ai mis tout à l'heure, nausées. Eh bien, c'est ce qui va faire errer le diagnostic. C'est ce qui va faire des retards diagnostiques. Parce que le vertige donne des nausées, des vomissements. On va chez le gastro. Il donne des troubles oculaires, des nystagmus, on va chez l'ophtalmo. Il donne des maux de tête, on va chez le neuro. Il donne des palpitations, on va chez le cardio. Mais tout ça, jusque-là, on n'a pas encore fait le diagnostic de vertige. Donc, faites attention à ces signes parasympathiques qui peuvent faire errer ou confondre le vertige dans une pathologie autre qu'une pathologie d'oreille interne. Je vais vous faire rapidement les examens paracliniques simples et les examens plus complexes qui se font de manière routinière maintenant. On a dit tout à l'heure que le principal signe dans le vertige, c'est le nystagmus. Et ce nystagmus, on peut le voir à l'œil nu, on peut le voir avec des lunettes de Frenzel, et on peut le voir aussi de manière beaucoup plus précise, plus sophistiquée, avec la vidéonystagmographie. La vidéo ne marche pas. Ouais, c'est pas grave. Pour évaluer ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir le nystagmus. Comptez le nombre de saccades. Sachez que ici, vous voyez qu'il bat du côté gauche. Le côté lent est à droite, donc il bat du côté droit, le côté lent est à droite, donc la lésion est à droite. Voilà, on va peut-être, j'espère que la vidéo va marcher. Voilà, vous voyez, vous avez une saccade rapide, une saccade lente, c'est au ralenti, c'est à l'infrarouge, et on le recherche dans le regard horizontal, et puis dans le regard excentré, vous voyez, hop, il bat de ce côté, donc la lésion est toujours contralatérale. Vous voyez, la saccade rapide est vers la gauche, et donc la lésion est à droite. Recherchez toujours un nystagmus. Vous allez dire, mais on va pas faire de la vidéonystagmographie avec acheter un vidéonystagmographe. Absolument pas. Si vous avez, ça coûte rien du tout d'avoir de l'eau glacée, une petite seringue à insuline et les lunettes de Frenzel, ça coûte rien. Ce sont des lunettes qui font un grossissement de l'œil et qui arrêtent la fixation, parce que la fixation, on l'a dit tout à l'heure, quand vous avez un vertige, vous avez un patient qui est en crise de vertige, vous lui dites fixez un point. Dès qu'il fixe un point, il va stabiliser l'image sur la rétine et le vertige va s'arrêter. Quand vous mettez les lunettes de Frenzel, vous arrêtez la fixation, donc vous déclenchez le vertige. Et on va mettre 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6, 0,8 dans l'oreille droite, puis dans l'oreille gauche, et on va voir, est-ce que ça déclenche un nystagmus? L'oreille gauche, ça bouge très bien. Dès qu'on a mis de l'eau dans l'oreille gauche,
ça a bougé, donc il y a des nystagmus. Non, non, c'est l'oreille. Non, non, c'est l'oreille. Vous voyez, c'est la connexion entre oreille et l'œil. C'est la connexion entre les canaux semi-circulaires. Le canal semi-circulaire, il est juste derrière le tympan. On va refroidir le canal semi-circulaire en mettant de l'eau froide dans l'oreille. Par exemple, ici, l'oreille gauche. Ça va refroidir le vestibule et le vestibule va réagir. Ça veut dire que le vestibule fonctionne. Si le vestibule ne fonctionne pas, comme ici au niveau de l'oreille droite, que vous mettiez 0,2, 0,4, 0,6 ou 0,8 mm, il ne va pas réagir. Donc, conclusion, avec un examen simple, c'est au niveau de l'oreille droite que ça ne fonctionne pas. C'est bon, je recommence. Donc, on stimule l'oreille en mettant de l'eau froide sur le tympan et on voit si l'oreille répond ou ne répond pas, si elle est fonctionnelle ou si elle n'est pas fonctionnelle. Si elle est fonctionnelle, elle va faire un nystagmus. Si elle n'est pas fonctionnelle, il n'y aura pas de nystagmus. Et donc, vous aurez une orientation diagnostique du côté de la lésion. Vous pouvez faire un examen encore beaucoup plus simple. C'est très, très, très intéressant et c'est très parlant. C'est plus que le Ramberg, c'est la manœuvre de Fukuda, c'est le piétinement. Vous dites au patient de joindre les pieds, donc déjà on rétrécit son polygone de sustentation, de tendre les bras, de marcher au début sur place les yeux ouverts et ensuite de lui dire de fermer les yeux. Et vous allez voir que si ces deux oreilles fonctionnent bien, il va rester droit. Si le côté droit ne fonctionne pas, hypovalent, il va commencer à tourner vers le côté hypovalent. Donc c'est une manœuvre extrêmement simple, ça prend 2 minutes et vous avez une orientation du côté de la lésion. Je vais vous passer les autres examens, les potentiels évoqués autolytiques qui sont les déclenchements de contraction du sternocleidomastoïdien par une stimulation et surtout, j'espère que la vidéo va marcher, eh bien non, elle ne marche pas, surtout cette plateforme est vraiment capitale parce qu'elle va mettre le patient dans des situations de stabilité, puis d'instabilité, et qui va nous dire est-ce qu'il a ces trois, le trépied qui fonctionne, somesthésique, visuel et vestibulaire. C'est la posturographie dont on se sert aussi pour faire de la rééducation. Voilà ce que ça donne, une posturographie. Vous vous rappelez, somesthésique, vision et vestibule. Ce sont les trois éléments de l'équilibre. Et cette posturographie va nous donner les afférences. Est-ce que ça fonctionne bien? Ici, chez ce patient, il a 100% d'entrée spinale, musculaire, 100% d'entrée visuelle, mais il a 0% d'entrée. Aucune information ne vient de l'oreille. Voilà pourquoi il a un vertige et voilà pourquoi il a une dépendance visuelle. Et lorsqu'on va le traiter, pourquoi ça n'avance pas? Regardez, lorsqu'on va le traiter, eh bien, il va remonter ses entrées vestibulaires. Regardez la différence. Là, il était à 0%. Là, il était à 0% d'entrée vestibulaire. Après traitement et rééducation, il est passé à 100% d'entrée vestibulaire. Donc, vous voyez que tous ces examens complémentaires vont nous permettre de faire un diagnostic et surtout de faire aussi le traitement, particulièrement la posturographie et particulièrement la rééducation à la posturographie. Alors, ce fauteuil est très intéressant parce qu'il permet là aussi de faire à la fois le diagnostic des vertiges positionnels. On va arriver, je vais terminer avec les explorations. On a dit que les canaux semi-circulaires sont sur les 3 plans, comme le bonhomme d'Ampère, le X, l'Y et le Z. On est en 3 dimensions. Et si on veut tester les patients qui ont un vertige positionnel bénin, il faut les mettre dans toutes les positions. Regardez à 180 degrés, dans un sens puis dans l'autre. Et aussi, on peut faire le barbecue en faisant 360 degrés latéralement. Et ça, c'est le seul moyen, avant,
si Cheb le sait. Avant, on faisait les manœuvres sur la paillasse, sur le lit ou sur un divan d'examen. Mais jamais sur un divan d'examen, on peut tester les 360 degrés dans tous les sens. Pour terminer, je vais vous faire très rapidement énumérer les étiologies que vous connaissez, mais surtout vous donner quelques éléments diagnostiques et surtout quelques erreurs qu'on a tous fait. Dès que le patient a un vertige, on lui dit « vous avez un Ménière ». C'est dramatique de traiter ou de dire à un patient qu'il a un Ménière d'emblée, parce que le Ménière ne constitue que 9% des vertiges. Que 9% des vertiges. Et pour faire le diagnostic de Ménière, il faut vraiment des explorations neurovestibulaires, il faut vraiment des explorations très précises. Alors, quels sont les plus importants? On va faire en mode croissant, on va commencer par les plus rares, ce sont les névrites vestibulaires. Eh bien, ils ne font que 6%. Et ces névrites vont détruire le labyrinthe. Forcément, vous allez avoir un nystagmus, un vertige, des troubles de la locomotion et des nausées, des systèmes parasympathiques. C'est un vertige rotatoire très bruyant. Je vais passer sur ça, c'est vraiment scolaire. Et ce qui est important, c'est un nystagmus violent, quelle que soit la position. C'est important, quelle que soit la position. Ce n'est pas comme le vertige positionnel qui va se déplacer, où on aura un nystagmus horizontal ou rotatoire en fonction de la position du patient. Il faut parfois même hospitaliser le patient. Une médication à visée vasculotrope. Parfois, on met des corticoïdes quand c'est très inflammatoire pour traiter la névrite vestibulaire. La maladie de Ménière, c'est que 9% des étiologies. Et vous la connaissez, hein, vous savez à quoi c'est dû à un hydrops, c'est une augmentation de la pression au niveau de l'endolymphe, elle va briser le sacule, on va avoir une sortie des ions potassium et ça va déclencher le vertige. On ne peut parler de maladie de Ménière sans la triade. Acouphènes qui sont annonciateurs, le patient, ça commence par siffler, ensuite l'audition baisse, et se déclenche le vertige avec cette sensation de plénitude. On compare le Ménière au glaucome. Le glaucome, c'est l'hyperpression du globe. Le Ménière, c'est l'hyperpression de l'oreille interne, avec des migraines, avec des sensations vertigineuses. Et le diagnostic va être fait avec l'examen clinique et les examens neurovestibulaires, c'est très important. Comment on va traiter le Ménière? Il y a plusieurs traitements. D'abord, le traitement de fond, d'abord le traitement de la crise, anti-vertigineux et pas de corticoïdes bien sûr. On donne aussi des médicaments pour décomprimer le labyrinthe, le glycérol, le mannitol, mais c'est uniquement en hospitalisation, ou plus simplement le diamox pour diminuer la pression au niveau de l'oreille interne. C'est une maladie complexe, la maladie de Ménière, donc c'est multifactoriel, il faut traiter le terrain, il faut détendre le patient, parfois même aller faire une psychothérapie, des anxiolytiques, des règles et les traitements chimiques. Bien, les traitements chimiques, c'est le traitement de la crise, c'est les antivertigineux, les antiémétiques et les agents osmotiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, le diamox. On a essayé la corticothérapie dans l'hypothèse d'une origine immunitaire, mais je vous le déconseille. Plus personne ne traite le Ménière aux corticoïdes. Le soutien psychologique, les médicaments antivertigineux. Et quand ça ne marche pas, eh bien, on détruit l'oreille. On détruit l'oreille qui est malade parce que de toutes les façons, l'audition va baisser. On fait une labyrinthectomie chimique ou une labyrinthectomie chirurgicale. C'est quoi la labyrinthectomie chimique? Eh bien, on injecte des aminosides, de la gentaline dans le tympan. C'est quoi la destruction chirurgicale? Eh bien, on va aller couper le nerf vestibulaire de manière chirurgicale. J'en faisais une trentaine, quarantaine par an. On n'en fait pratiquement plus parce que l'injection de gentaline est extrêmement efficace et ça marche très très bien sur les maladies de Ménière résistantes. La compensation vestibulaire. Les autres causes, eh bien, c'est les causes tumorales. Voilà le genre de tumeur qu'on opère chez nous.
qui sont énormes. J'ai 87% de stade 4 et qui vont donner des vertiges rampants. Voilà des exemples de grosses tumeurs opérées par voie translabyrinthique et qui permet de faire une résection totale, mais on n'est plus dans le vertige banal qu'on voit en consultation. Vous avez vu que le ménière, c'est 9%, les tumeurs, c'est 2%, et le plus grand générateur de vertige, le plus fréquent et le plus banal, c'est le vertige positionnel paroxystique bénin. C'est quoi? Vous vous rappelez de ces otolithes, de ces petits cristaux qu'il y a au niveau de l'oreille interne? Eh bien, ces petits cristaux, au niveau de la macule, au niveau du sacule, eh bien, ils vont plus rester fixés à leur place, ils vont se déplacer dans les liquides endolabyrinthiques et ils vont créer une sensation de mouvement terrible. C'est certainement le vertige le plus spectaculaire. C'est le patient, quand il se réveille, il se retourne dans son lit et il vomit. Il a le plafond qui va tomber dessus. C'est le vertige le plus fréquent. C'est le vertige que vous pouvez diagnostiquer à l'interrogatoire. Comment ça se passe? Comment vous avez votre vertige? Eh bien, dès que je bouge, dès que je tourne la tête, dans quel sens? À droite, on va chercher le VPB à droite, à gauche, vers l'arrière, dans le canal semi-circulaire postérieur, etc. Donc, c'est un vertige de diagnostic facile, de diagnostic à l'examen et de diagnostic à la manœuvre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et cette manœuvre, c'est ce qu'on faisait avant. On les faisait sur l'examen, sur le lit d'examen, et qui permettait à la fois de faire le diagnostic. Supposez qu'on a un vertige paroxystique du côté droit. On va pencher le patient vers le côté droit. On va attendre que le vertige se déclenche. On attend que le vertige s'arrête. Et on va le basculer très fort de l'autre côté, ce qui va permettre de changer, de projeter les cristaux dans l'autre sens, et on attend que ça se calme. C'est une manœuvre qui est diagnostique et thérapeutique. Ça, c'est la manœuvre violente. Le fauteuil que je vous ai montré tout à l'heure, c'est très violent, mais vous pouvez faire le diagnostic avec des manœuvres simples, la manœuvre des plaies. Donc, le diagnostic du vertige positionnel, c'est une grande crise unique qui peut se répéter. Ce sont des vertiges brefs, mais très, très forts, avec une instabilité et surtout une sensation de déplacement linéaire. Rappelez-vous, linéaire, c'est les macules et l'instabilité. Vous pouvez faire la manœuvre de barbecue à 360 degrés, mais de manière très, très, très lente. C'est la manœuvre des plaies. Il y a une dizaine de manœuvres comme ça, mais je vous en fais grâce. Et pour finir, on ne peut pas parler de traitement de vertige, particulièrement les vertiges chroniques, répétitifs, maladie de Ménière, névrite, neuronite, sans parler de la rééducation, car c'est le meilleur moyen de compenser un vertige et d'accélérer la compensation centrale qui va permettre justement d'améliorer la situation d'équilibre du patient. Donc, c'est quoi la rééducation? C'est accélérer l'entrée des afférences visuelles, les afférences proprioceptives, les afférences vestibulaires. Donc, on le fait en conditions statiques, en conditions dynamiques. Je vous passe les détails. Malheureusement, la vidéo ne marche pas. Vous aurez vu que cette plateforme se déplace dans tous les sens, avant, arrière et en déséquilibre, pour permettre justement d'améliorer les afférences, les entrées, la sensibilité. Quand on n'avait pas ça, eh bien, on faisait marcher le patient sur des coussins, des éponges, sur un plan instable, et ça améliore la proprioception, les sensations du plancher sur lequel on est en train de marcher. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut réussir à avoir après une rééducation, à compenser de manière totale le vestibule. Et pour finir, vous voyez que la plus grosse partie que j'ai consacrée dans cette conférence, c'est la compréhension et la simplification de l'équilibre. Donc, repartez sur ces bases très simples: la vision, le vestibule, la proprioception, leurs fonctions complémentaires,
L'interrogatoire est capital. Avec l'interrogatoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, 60% des diagnostics de présomption, voire d'orientation précise. Et ensuite, vous avez les explorations. Hein, vous avez les explorations simples, hein, un petit peu d'eau froide, les Ramberg, le Fukuda, la possibilité de faire des manœuvres. Et qu'après viendra les explorations plus complexes de TDM, d'IRM, de neurovestibulaire. Et surtout, n'oubliez pas dans le traitement la rééducation vestibulaire, comme vous feriez une rééducation, une kinésithérapie à un bras ou à un muscle qui est hypovalent. Eh bien, on va faire de la rééducation vestibulaire qui va améliorer les afférences et permettre au disque dur, au chef d'orchestre, de réorganiser un petit peu ce système d'équilibre. Je vous remercie pour votre attention.